contribuer aux commerciaux entre l'Union européenne et le Canada, mais aussi aux échanges de bonnes pratiques, ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui, au travers d'un regard croisé entre Europe et Québec sur nos systèmes respectifs d'indication géographique. Ce webinaire est le premier d'une série de 3, pendant lesquels nous allons aborder tous les aspects liés aux indications géographiques en Europe et au Québec. En somme, quel type de protection accorder aux indications géographiques et comment capitaliser sur le potentiel qu'elles offrent aux producteurs, à l'économie locale et aux décideurs locaux. La seule chose qui a trait aux indications géographiques que nous n'allons pas faire ensemble, je pense, c'est de les manger. Aujourd'hui, nos panélistes, que je vais laisser à Gwenaëlle Reid le soin de présenter dans un instant, vont échanger sur le concept d'indication géographique en Europe et au Québec. Et puis, dans un second temps, le 29 octobre, nous partirons à la rencontre de 4 acteurs des indications géographiques, c'est-à-dire des producteurs qui détiennent une indication géographique au Québec et en Europe, afin qu'ils nous expliquent les bénéfices socio-économiques concrets de l'appellation pour leur territoire, et elles sont nombreuses. Et puis le 12 novembre, nous allons regarder comment producteurs européens et canadiens peuvent mieux se saisir des opportunités offertes par l'accord commercial qui lie l'Union européenne et le Canada pour exporter et protéger outre-Atlantique leur savoir-faire et leur culture. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Quand on pense indication géographique, on pense terroir, on pense savoir-faire, on pense diversité, bref, on pense qualité, mais aussi, et c'est essentiel, lien spécifique avec le lieu de production. Protéger une indication géographique, c'est promouvoir ses caractéristiques uniques liées à une origine géographique spécifique et à un savoir-faire traditionnel. C'est aussi répondre à l'intérêt grandissant des consommateurs pour des produits régionaux authentiques, en donnant un gage de qualité, ce qui va ensuite permettre aux producteurs de capitaliser sur cette marque de qualité. Moi, vous l'avez entendu à mon accent, je suis européenne, je suis française, et pour moi, cette politique qui lie qualité et terroir fait vraiment partie de ma culture européenne. Je pense que les consommateurs européens savent reconnaître les pastilles rouges et jaunes ou bleues et jaunes qui figurent sur les produits protégés en Europe. Vous pouvez même peut-être, pour les personnes qui nous écoutent du Canada, avoir remarqué qu'elles existent aussi sur des produits qui sont en vente au Canada. Au Québec, comme en Europe, ce lien entre terroir et qualité existe et il est valorisé. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si aujourd'hui nous faisons le choix de lancer cette série de webinaires avec le Québec. Le patrimoine culinaire du Québec, il est riche, il est diversifié, il est fort de spécialités régionales variées, façonné par l'histoire du Québec, par son climat, par ses influences autochtones aussi. Et ça, le Québec le sait et le protège. Moi, j'ai goûté à l'agneau Charlevoix, au maïs sucré de Neuville et au cidre de glace du Québec, c'est-à-dire quelques-unes des indications qui sont protégées ici. Et je confirme que Québec rime vraiment avec qualité et originalité. Alors que vous soyez producteur, élus locaux, agents du développement local, je voudrais vous remercier aujourd'hui au nom de la délégation de l'Union d'être avec nous. Cette discussion ne fait que commencer. Outre les 3 webinaires, elle va se poursuivre sur la plateforme B2B2Go, sur laquelle vous pourrez recréer une communauté de pratique et échanger entre parties. Alors, Gwenaëlle Reid, je me tourne maintenant vers vous. Vous allez modérer notre discussion aujourd'hui. Vous êtes spécialiste des questions alimentaires à l'Université du Québec à Montréal et notamment spécialiste du lien entre territoire et gastronomie. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Bonjour Maude. Merci beaucoup Maude pour cette introduction. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce premier webinaire sur les indications géographiques qui est organisé par la délégation de l'Union européenne au Canada. Ce premier volet s'intitule État des lieux des indications géographiques, regard d'experts. Et donc, pour l'aborder, nous avons le plaisir d'accueillir 3 experts européens et québécois qui vont nous dresser cet état des lieux. Le premier conférencier aujourd'hui est Denis Sautier. Depuis 1991, il est chercheur en économie au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, au CIRAD, en France. Il est spécialiste des systèmes alimentaires localisés et des liens entre territoire et qualité des productions. Ses recherches portent sur la labellisation des produits locaux
et les produits d'origine. Il a travaillé dans plusieurs pays, dont le Pérou, le Brésil et le Vietnam, et a contribué à des projets sur les indications géographiques en Europe, en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Denis Sautier va nous faire bénéficier de cette expérience internationale puisqu'il va nous parler de l'évolution des appellations sur le plan international et il va aussi revenir sur le concept d'indication et nous présenter quelques exemples. Notre deuxième expert aujourd'hui est Rémi Lambert. Il est professeur titulaire à l'Université Laval à Québec. Il est directeur du Centre de recherche en économie agroalimentaire, le CREA. Il est directeur également de département, puis vice-doyen de la recherche à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation à l'Université Laval. Il est spécialisé en organisation industrielle et en économie de la production et il est très impliqué dans le développement des appellations réservées et des termes valorisants au Québec. Il est d'ailleurs responsable de plusieurs études d'opportunité pour divers produits agricoles et de la pêche et il a contribué à l'élaboration de plusieurs cahiers des charges de produits actuellement reconnus au Québec. Aujourd'hui, Rémi Lambert va aborder le contexte québécois, donc évidemment, des appellations en retraçant leur histoire, la situation actuelle et également les attentes des producteurs. Notre dernier conférencier est Benjamin Vallin, ingénieur agronome de formation, diplômé de l'Institut national agronomique Paris-Grignon et il travaille pour la Commission européenne depuis 2009. À la Direction générale de l'agriculture et du développement rural depuis 1 an, il est chargé de la mise en œuvre dans le domaine agricole de l'accord économique et commercial signé en 2016 par l'Union européenne et le Canada. Avant cela, Benjamin Vallin a occupé divers postes au sein de la Direction générale du commerce et celle du marché intérieur et de l'industrie de l'entrepreneuriat. Dans ces différents postes, il a travaillé sur les échanges agroalimentaires avec divers partenaires commerciaux de l'Union européenne. Et avant cela, il a également travaillé comme économiste dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole européenne en France. Voilà, donc aujourd'hui, Benjamin Vallin dressera le portrait de la protection des indications géographiques sur le plan international et nous donnera également des exemples et les outils disponibles sur les producteurs, pour les producteurs en fait canadiens qui aimeraient exporter. Donc voilà ce qui est pour les présentations aujourd'hui. Nous allons commencer les 3 exposés de nos conférenciers. Chacun dispose de 10 minutes de temps de parole. Je me permettrai à peu près à 2 minutes de la fin de vous indiquer le temps qu'il reste pour éviter les débordements. L'auditoire peut en tout temps poser des questions via l'icône Q&A qui se trouve à la droite de votre écran. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez les écrire et puis notre équipe s'occupera de les regrouper et nous disposerons d'un temps de questions à la fin, donc environ 20 minutes de questions pour la fin. Juste avant la fin de la période de questions, nous aurons également une petite intervention de Nicolas Bourque du Conseil des appellations réservées et des termes valorisants du Québec qui prendra la parole pour nous parler un petit peu de ce conseil. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la parole à notre premier conférencier. Denis, à vous la parole. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous les participants. Merci de m'avoir invité à ce premier webinaire Canada-Union européenne sur les indications géographiques. Je vais donc introduire le thème en présentant la notion d'indication géographique, sa présence et des exemples dans le monde. Je travaille au CIRAD, donc c'est assez international. Et je vais revenir ensuite sur la définition et sur un cas précis, le piment d'Espelette en France. Un produit qui, je crois, se trouve en vente au Canada. Alors tout d'abord, on peut dire que les produits d'origine renommée ont une très longue existence. Depuis l'Antiquité, de nombreux produits de qualité sont nommés d'après le nom de leur région. Ici, on peut voir par exemple le marbre de Carrare en Italie, l'encens de la Corne de l'Afrique ou encore la soie de l'Inde ou de la Chine. Et en fait, c'est cette utilisation ancienne des noms géographiques pour désigner les produits de qualité qui devient protégée au XXe siècle
par la propriété intellectuelle en tant qu'appellation d'origine d'abord, puis d'indication géographique protégée. Alors, je suis français, je peux parler de quelques cas français, bien sûr, le champagne, le fromage comme le Roquefort, de nombreux autres produits, cognac, fromage, mais également des fruits comme la noix de Grenoble, des légumes comme l'oignon doux des Cévennes ou le piment d'Espelette, dont on reparlera, et même, vous voyez, le foin de Cros qui est très apprécié par les éleveurs de chevaux, par exemple. Dans le monde, bien sûr, il faut parler de l'Italie, grand producteur de produits régionaux de qualité, le Parmigiano Reggiano est le plus connu au monde. Au Japon, le bœuf de Kobe. En Inde, toujours en Asie, le thé Darjeeling. En Thaïlande, des produits artisanaux également répondent à ces critères, comme la soie de brocart de Lampung. Et puis, plus près de chez vous, en Colombie, par exemple, le café de Colombie. Et donc, les indications géographiques ont d'abord été reconnues au plan juridique en Europe du Sud, dès 1905 en France. Puis, dans d'autres pays, au niveau de l'Union européenne, en 1992, et en 1994, l'Organisation mondiale du commerce, à travers l'accord sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce, l'ADPIC, a reconnu l'indication géographique comme un droit de propriété intellectuelle à l'égard égal des brevets ou des droits d'auteur. Les indications géographiques qui sont définies comme des indications servant à identifier un produit qui est originaire du territoire ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, une réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être essentiellement attribuée à cette origine géographique. Alors, l'enjeu de cette reconnaissance, un des enjeux principaux, bien sûr, c'est de protéger la réputation qui se construit dans une région autour d'un produit de qualité. Et pour prendre un exemple, voilà, par exemple, une évocation, ce vin Bordeaux est produit en Afrique du Sud, il évoque le Bordeaux bien connu en France, et dans l'Union européenne, avec la protection des indications géographiques, ce nom serait interdit. Alors, dans le monde entier, les différents pays ont adopté ces indications géographiques dans leur loi nationale. Ici, à gauche, vous voyez les deux pastilles dont parle les mots dans l'introduction, qui désignent en Europe les deux niveaux d'indication géographique, l'indication géographique protégée et l'appellation d'origine protégée, dont le lien est encore plus fort avec le terroir. Et puis, dans bien d'autres pays, et nous avons ici, bien sûr, le logo qui est en place au Québec et dont nous reparlerons certainement. Ces labels et ces logos, ils sont en même temps des outils de protection et des outils de promotion. Alors aujourd'hui, dans le monde, les indications géographiques sont véritablement une réalité économique de poids sur tous les continents. On en dénombre, d'après la base de données gérée par Origin, l'association des producteurs d'origine du monde entier, plus de 8300 dans le monde. Aux Amériques, 900, dans l'Union européenne, 3600, dont de très nombreux vins. En Chine, plus de 2000. Et par exemple, dans la communauté économique ASEAN en Asie du Sud-Est, plus de 340. Alors, je voudrais maintenant venir sur un cas particulier, illustrer cela par le piment d'Espelette. Le piment d'Espelette est cultivé dans l'extrême sud-ouest de la France, à la frontière proche de l'Espagne et près de l'océan Atlantique, sous la montagne Pyrénées. Et donc, c'est dans une espèce d'amphithéâtre de collines, avec un climat très doux et bien arrosé à cause des montagnes, et qui est très propice à la culture du piment. Le piment, il est proposé, comme vous voyez sur les images, sous trois formes, en frais, en poudre, ou bien en produits séchés, cordes. Dans ce
dans ce terroir, dans ces 10 communes, les producteurs se sont accordés sur un cahier des charges, sur des engagements communs de qualité. Ils cultivent une même variété. Ils partagent certaines pratiques au niveau de la culture, de la transformation, qu'ils ont décidé eux-mêmes comme étant des pratiques qui conduisent à une qualité garantie. C'est le cahier des charges. Et puis, ces produits doivent être récoltés, transformés et conditionnés à l'intérieur de l'aire géographique. C'est donc une appellation d'origine protégée parce que les 3 étapes ont lieu dans la même aire géographique. Ce cahier des charges, il est garanti par une interprofession qui réunit des producteurs, des transformateurs et des négociants locaux. Cette interprofession a eu un rôle dans l'élaboration des règles, elle a aussi un rôle dans le contrôle interne. Et puis, il y a l'obligation d'un contrôle externe qui est fait par un organisme indépendant. Et il y a une traçabilité. En volume, on sait qu'on ne vend que ce qu'on produit. Le problème des produits très réputés, c'est que parfois on s'aperçoit qu'il y a des gens extérieurs à la zone qui vendent sous cette appellation. Et donc, là, c'est très important, il y a un contrôle des volumes. Cette appellation a été reconnue au niveau français en 2000 et au niveau européen en 2002. Il y a une évolution très forte de la filière. Il y avait une trentaine de producteurs en 1997. En 2018, il y a plus de 200 producteurs et entreprises d'Espelette. On voit qu'il y a eu en même temps une augmentation du nombre de producteurs, des volumes et des plants, bien sûr, qui sont mis en culture. Alors, cela entraîne un développement économique et du tourisme. Vous voyez les piments sèches sur les maisons basques, qui est cette culture régionale avec une couleur qui est similaire, donc c'est extrêmement attractif. Le village d'Espelette avec ses belles maisons basques où sèchent les cordes de piment est devenu une vitrine de l'appellation. Et en 2016, 500 000 personnes ont visité ce village, des personnes qui sont des touristes, mais aussi des consommateurs actuels ou potentiels. Au niveau économique, 65% des producteurs agricoles dans l'aire de l'appellation cultivent en partie du piment. Parmi ces producteurs, 77% de ces producteurs transforment et vendent au moins une partie de leur production. Et 10% des producteurs ont même un point de vente qui leur permet d'avoir une partie de la valeur ajoutée auprès des consommateurs. On estime que 250 emplois locaux ont été permis par le développement de cette appellation. Alors, un des aspects de la promotion très importante, c'est le festival annuel du piment qui a lieu en octobre. Il a lieu en fait la semaine prochaine. Il devrait avoir lieu la semaine prochaine. Dans les problèmes sanitaires. Et 20 000 visiteurs sont attendus en 2 jours, d'habitude. Alors, c'est devenu une véritable vitrine de la culture du patrimoine culinaire régional. Et par exemple, lorsque le G7 s'est réuni en 2019 dans la ville voisine de Biarritz, les premières dames ont fait là une visite. Je ne sais pas si le Canada a été représenté. Mais voilà donc un exemple. Et pour finir, pour conclure, je dirais pourquoi enregistrer une indication géographique. Il y a 3 raisons qui peuvent succéder ou être là en même temps. Protéger le produit vis-à-vis d'usurpation du nom ou d'adultération de la qualité par des gens qui ne sont pas dans le secteur. Créer de la valeur pour le produit. Et puis améliorer la qualité du produit et contribuer au développement local. Voilà pour cette présentation et merci de votre attention. Merci beaucoup, Denis Sautier. Merci d'avoir respecté le temps imparti. Je n'ai même pas eu à vous rappeler à l'ordre. Donc, c'est parfait. Nous allons pouvoir passer directement à notre deuxième présentation. Donc, Rémi Lambert, la parole est à vous. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Et bien sûr, je remercie la Commission européenne de l'invitation. C'est fort apprécié. Donc, bien sûr, en 10 minutes, il faut y aller au plus important. Et puis, j'ai décidé de vous présenter finalement, en fin de compte, l'expérience que moi, j'ai connue de l'évolution. On parlait tout à l'heure de l'historique des appellations au Québec. Je suis pas du tout historien et je ne prétends pas l'être du tout. Donc, je pourrais simplement présenter un peu mon cheminement à travers différentes époques où j'ai vécu, en fin de compte, les différentes étapes, en fait, de l'appellation. Donc,
le premier événement que je me rappelle très bien, un colloque qui s'est passé à Charlevoix, où on avait mis les bases, en fin de compte, d'une réflexion au niveau des appellations. 1996, la première loi qui a été adoptée au Québec, donc la loi sur les appellations réservées. 1996-2004, j'ai vécu, j'allais souvent rencontrer des producteurs, des transformateurs, et on avait beaucoup de scepticisme, en fin de compte, au niveau des appellations. Et on doutait beaucoup, en fait, qu'à moyen et long terme, on ait possibilité d'une appellation au Québec. Et la principale raison, c'est qu'on n'avait pas assez d'histoire. Donc, c'était principalement le message de l'époque que moi, j'ai connu. 2006 à 2009, en fait, 2006, on a eu une révision de la loi des appellations réservées et on a ajouté, bien sûr, le terme valorisant. Donc, on a adapté un peu la loi sur les appellations. 2007, j'ai organisé, en fait, un premier colloque parce que je trouvais qu'on manquait d'informations. Donc, j'ai invité, en fin de compte, une dizaine d'experts européens à venir nous parler des appellations en Europe. Et finalement, il y en a eu 25 parce que l'intérêt était là. Donc, bien sûr, ça a été un franc succès. 2009, ça a été notre première appellation, donc reconnaissance d'appellation à New-Charlevoix. Bien sûr, je mets sous silence le biologique qui a été adopté, bien sûr, dès le début dans la fin des années 90. Pour me concentrer sur l'IGP à New-Charlevoix. 2006-2011, on a fait beaucoup de recherches. On a sillonné le Québec pour faire différentes études, en fin de compte, sur différents produits qu'on croyait avoir un potentiel pour des appellations. On interrogeait les producteurs, les transformateurs de leur vision des appellations et ça nous a amené finalement en 2011 à organiser un deuxième colloque international. Et là, cette fois-là, on a laissé la place aux producteurs qui étaient intéressés par les appellations. 2010 à 2017, 3 périodes. Donc, bien sûr, 2010-2015, on a noté une période d'intérêt grandissant. 2015-2017, c'est une période que j'ai appelée le long fleuve tranquille. En fait, peu de choses se passaient. Mais depuis 2017, il y a un intérêt quand même très intéressant de la part des producteurs, certains transformateurs. Et il y a quand même beaucoup de questionnements et aussi de la confusion qui persiste au niveau des appellations. Donc, mon collègue Sautier en a mentionné tout à l'heure, bien sûr, l'IGP, les appellations, c'est des outils de propriété intellectuelle. C'est une reconnaissance publique. C'est un droit d'utilisateur, finalement, qui est donné à un producteur ou un transformateur, par exemple. Bien sûr, ils ne sont pas le propriétaire de l'appellation, ce qui distingue bien sûr de la marque de commerce. Et l'utilisation est restreinte à ceux qui se conforment au cahier des charges. Donc, et bien sûr, c'est inclusif, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on respecte le cahier des charges, un producteur peut bien sûr se prévaloir de l'appellation. Qu'est-ce qu'on a présentement au Québec? En fait, on a bien sûr les indications, les appellations d'origine, les indications géographiques protégées, les appellations de spécificité et les appellations biologiques. Tout ça se traduit, en fin de compte, au niveau de l'IGP, tout ce qui est présent sur le territoire présentement. Bien sûr, l'agneau Charlevoix qui est très connu, site de glace du Québec, vin de glace du Québec, le maïs de Neuville et les vins du Québec. Où vous voyez des étoiles, c'est sur les dossiers sur lesquels moi j'ai travaillé. Ensuite, on a bien sûr l'appellation de spécificité, donc on a le fromage de vache de race canadienne. Et bien sûr, il y a des projets d'études qui sont à l'étude, en fin de compte, donc vous les avez ici. Cheddar des Loup-Gru, spiritueux, volaille Chanteclair de tradition, qui est un dossier qui date beaucoup et qui est toujours actif. On voit sur le site du Cartelier qui est toujours là. Et fromage fermier, qui est un terme valorisant. Donc, ce sont les premiers qui sont en ligne. En plus, j'ai travaillé sur 4 à 5 études d'opportunité et 2 rapports sur différents produits de la Côte-Nord, entre autres, c'est le Chaudière-Appalaches. Donc, environ une dizaine d'études. Ça m'avait été demandé par le ministère de l'Agriculture à l'époque, d'analyser finalement la possibilité ou le potentiel de produits de ces 2 régions-là. On parle souvent d'avantages lorsque je rencontre les producteurs. Donc, on parle, c'était quoi les avantages pour les entreprises? En fait, mon collègue Sautier en a parlé un peu tout à l'heure. Donc, en termes d'avantages pour les entreprises, en fait, il faut prendre l'appellation ou l'IGP comme étant un outil. C'est vraiment un outil, il faut l'envisager dans un esprit marketing. Donc, l'outil nous permet finalement de se démarquer, de se segmenter. Il y a une certaine autorégulation parce qu'en fin de compte, il faut quand même identifier la façon dont on obtient le produit. Il faut se discipliner pour bien s'assurer que tout le monde suive le même, bien sûr, un cahier de charges. Donc, on doit s'entendre sur ce cahier des charges-là. Donc, ça nous permet finalement une certaine autorégulation dans la fabrication du produit.
Et bien sûr, ça nous permet d'informer entre autres le consommateur. Pour ce qui est du consommateur, bien sûr, c'est une question de confiance. Donc, il y a une certaine, très, très importante crédibilité qui est faite par le contrôle indépendant, qui est fait de chaque entreprise, finalement, qui veut se prévaloir de production, en fait, de produits IGP, excusez-moi. Bien sûr, ça donne l'accessibilité à l'information parce que le cahier des charges, il est public, donc le consommateur peut vérifier comment le produit est obtenu. Pour la société, bien sûr, il y a des avantages. On a parlé tout à l'heure de développement régional, bien sûr, c'en est un. Ça peut être, dans le cas du poulet Chanteclair, la poule Chanteclair, on parlait de la préservation, de la restauration d'un patrimoine menacé. Donc, ça peut aller à ce niveau-là. Réduction de l'impact environnemental. Certains cahiers des charges vont prévoir certaines activités qui ont un esprit de protection environnementale. Et bien sûr, encourager la consommation locale. Donc, il y a un avantage à différents niveaux. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre lorsqu'on s'engage, en fin de compte, dans une démarche d'appellation. Dans les différents dossiers que j'ai eu à travailler, il y a eu des questions, des commentaires, bien sûr, mais les plus rencontrés, en fin de compte, c'est ceux-ci. Donc, un commentaire que je vois souvent, c'est qu'on a assez de certifications ou encore, on a déjà une appellation. Par exemple, je vais prendre, moi je suis originaire du Lac-Saint-Jean, donc bien sûr, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je vais nécessairement vous parler du bleuet du Lac-Saint-Jean. Donc, pour ces gens-là, ils ont déjà une appellation. Mais bien sûr, l'appellation n'est pas effective. Donc, il n'y a pas eu de cahier de charge de développer et il n'y a pas eu d'acceptation, en fin de compte, de l'appellation. Mais dans la tête de plusieurs, ils ont déjà une appellation parce qu'on parle du bleuet du Lac-Saint-Jean. D'autres vont parler de la certification et le commentaire vient souvent des industriels qui ont à transformer. Ils font déjà face à différentes certifications qu'ils doivent obtenir pour rencontrer tel ou tel type de marché. Donc, pour eux, c'est comme une autre type de certification, donc une autre contrainte qu'il faut mettre d'avant pour produire. Et ça, il y a un frein à ce niveau-là. Donc, ce qui est reflété ici, c'est un peu un manque de connaissance, en fin de compte, de ce qu'est l'appellation puis de qu'est-ce que ça peut apporter. L'autre question, bien sûr, qui est très souvent, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Donc, quelle est la plus-value que je peux espérer? Ça, le danger là-dedans, c'est que souvent, on voit finalement en termes de signes de dollars. Mais la question est très pertinente, bien sûr, mais il faut bien réaliser que la plus-value est là différente du dimensions. Premièrement, la reconnaissance, et il faut bien comprendre que, par exemple, l'IGP, ça s'adresse bien sûr à toutes les appellations réservées et les termes valorisants. Ça permet de reconnaître le rôle de chacun des maillons qui est impliqué dans l'IGP, par exemple. À partir du moment où on a développé des charges, où on a identifié la portée de l'appellation, quel est le maillon qui doit être inclus dans l'appellation, à partir de ce moment-là, ça permet, en fin de compte, à chacun des maillons de bien réaliser l'importance de la part de chacun des maillons dans la filière. Pour ceux qui connaissent un peu la gestion des opérations, c'est aussi une façon, en fin de compte, d'évaluer les activités à valeur ajoutée faible ou nulle. Donc, lorsqu'on met en place l'appellation et on voit les étapes, ça peut permettre finalement de nous évaluer en termes de façon de produire et de façon d'amener le produit au marché. Il y a bien sûr réduction des coûts de transaction et ça, c'est un aspect très important. À partir du moment où on a une entente sur un cahier des charges et une appellation, ça peut permettre de diminuer les coûts de transaction, c'est-à-dire tous les problèmes de négociation entre différents maillons, etc. Ça peut permettre de diminuer beaucoup ces coûts de transaction-là qui peuvent être quand même relativement importants. Et bien sûr, on a parlé tout à l'heure, ça peut garantir, promouvoir et protéger. Donc ça, c'est important. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est ce que je mets toujours de l'avant lorsque je travaille sur l'appellation, il faut partir avec un collectif qui est solide. Il faut avoir une stratégie de développement de la filière, vision de moyen et long terme, c'est nécessaire. Il faut avoir toujours un esprit de positionnement de marché. Et bien sûr, il faut penser à l'après-appellation, donc mise en place du comité de valorisation. Il faut éviter, bien sûr, c'est de penser que l'appellation réservée ou encore l'IGP est une finalité. Ce n'est pas une finalité, il faut qu'il y ait une stratégie qui est derrière cette démarche-là. Donc, tous doivent s'entendre finalement sur une spécificité du produit et bien sûr, il faut avoir un avantage commercial à la reconnaissance. Donc, et il faut gérer collectivement. Donc, il faut être bien conscient de ça. Je vais aller assez rapidement. Donc,
tout simplement, c'est quand on parle d'une appellation, il y a une question de stratégie territoriale, individuelle, organisationnelle, différents niveaux. Il y a aussi toute une communication qu'il faut mettre d'avant et aussi de la gouvernance. Et je voudrais, bien sûr, parler un peu présentement, on parle beaucoup du terroir québécois et on a aussi une marque de certification au Québec, Aliments du Québec. Il faut voir tout ça dans un tout et on a peut-être un peu de travail à faire ici présentement pour cadrer les appellations à l'intérieur de la marque de certification Aliments Québec parce qu'elle est très populaire présentement. Merci beaucoup et désolé d'avoir passé quelques secondes de plus de 10 minutes. Merci. Merci beaucoup, Rémi, pour votre présentation. Donc, nous enchaînons avec Benjamin Vallin sur la protection des indications plus sur le plan international. Je vous laisse la parole. Merci, Gwenaëlle. J'essaye de régler un petit... Voilà, c'est bon. Donc oui, voilà, je voulais vous parler un petit peu de comment les indications géographiques s'insèrent dans le commerce international. Je dois dire que j'ai eu la chance de goûter beaucoup des produits que Denis Sautier a mentionnés, mais je n'ai pas eu la chance encore de goûter ceux que Rémi Lambert a mentionnés. Et ici à Bruxelles, où je me trouve, eh ben, j'aimerais bien pouvoir trouver ces produits et m'assurer que ce sont les produits originaux quand on les trouve. Alors, je vais revenir si mon outil ici fonctionne. Voilà. Alors, je voudrais revenir quelques instants sur la définition que Denis Sautier a bien mieux présentée que je ne saurais le faire, la définition des indications géographiques, simplement pour signaler que cette définition, elle est intégrée au cœur du droit commercial international. Elle est dans un accord de l'Organisation mondiale du commerce, accord sur les droits de propriété intellectuelle. Et si ça a été intégré dans cet accord, c'est bien que tous les membres de l'OMC se sont accordés sur l'importance des indications géographiques et donc la particularité de ce lien entre un nom, un territoire et un produit spécifique qui font la particularité donc des indications géographiques. Alors, pourquoi aller à l'international? Rémi Lambert en a parlé. Il faut, quand on pense à développer une stratégie d'indication géographique, ça doit faire partie d'une réflexion d'ensemble sur ce que l'on veut pour son produit et ce que l'on veut pour sa région. Mais pourquoi aller à l'international dans le cadre de la protection intellectuelle? Écoutez, de manière générale, tous les droits de protection de la propriété intellectuelle, dont les indications géographiques font partie, tous ces droits, ils protègent les producteurs. En général, les indications géographiques protègent aussi évidemment les consommateurs, ça a été dit, mais tous ces droits sont toujours limités à une juridiction. Et une juridiction n'a que très rarement les mêmes limites qu'un marché d'un produit ou l'image d'un produit ou l'image qu'une région veut donner. Et donc tout ça peut être lié donc à la réputation du produit, à la réputation de la région, peut avoir un impact sur le tourisme, peut avoir un impact sur le développement local de manière assez générale. Et donc c'est là que la question se pose dans le cadre de la stratégie plus globale du développement d'un produit donné. La question se pose, est-ce qu'il y a un intérêt, si j'ai effectivement ce lien entre produit et terroir, est-ce que j'ai un intérêt à aller vers cette protection? C'est une réflexion que chacun doit avoir, effectivement. Mais si alors encore une fois, on va essayer de faire fonctionner la technique. Et moi. Diapo suivante, s'il vous plaît, Merlin, sinon, si ça ne fonctionne pas ainsi. Merci. Donc, voilà. D'un point de vue européen, les choses sont relativement claires. L'indication géographique, elle apporte une valeur ajoutée significative aux produits. D'après une étude qui a été récemment publiée pour les indications géographiques européennes, la valorisation d'un produit avec indication géographique est deux fois plus élevée que celle d'un équivalent sans indication géographique. C'est énorme. Évidemment, c'est une moyenne. Ça va pas être pareil pour tous les produits.
mais ça donne un ordre de grandeur qui est assez impressionnant. Et très clairement, on a vu dans l'Union européenne le nombre d'indications géographiques augmenter très rapidement. Ici, vous avez au milieu un graphique qui montre le nombre d'indications géographiques enregistrées en Europe pour les produits alimentaires et agricoles, donc sans même compter les vins ou les spiritueux. On voit une très nette augmentation depuis les années 1990, quand on a commencé à protéger au niveau européen ces indications. C'est assez phénoménal. Et on arrive aujourd'hui à un chiffre d'affaires de 75 milliards d'euros par an. Ça représente, alors ça ne peut pas dire grand-chose en état, mais ça représente quand même 7% du secteur agroalimentaire européen. C'est significatif. Et surtout, eh bien 42% de ces 75 milliards sont des ventes qui se font à l'exportation. Et donc c'est assez naturellement que les indications géographiques sont devenues centrales dans la politique commerciale de l'Union européenne. Mais c'est pas seulement dans l'Union européenne que on a vu ce mouvement et cette importance grandissante des indications géographiques dans les relations commerciales. D'autres pays attachent aussi une importance grandissante aux indications géographiques. Je voulais parler de quelques exemples. Merlin, diapo suivante s'il vous plaît. Et donc je vais reprendre l'exemple que Denis Sautier a mentionné très rapidement du café de Colombie. Le café de Colombie, la Colombie c'est quand même le deuxième producteur mondial de café arabica après le Brésil. C'est un marché qui est à près de 90% tourné vers l'exportation. L'Union européenne représente une part importante de ces exportations, et donc c'est un outil important, un produit important dans le développement économique de la Colombie. Alors, c'est un produit qui a été d'abord promu dans une démarche purement commerciale avec des marques. Dans les années 1950, il y a eu la marque Juan Valdez et plus tard, dans les années 1980, la marque Café de Colombia, qui ont servi donc d'appui au développement de la filière, mais beaucoup plus récemment, dans les années 2000, la Colombie a décidé d'intégrer ça dans une démarche d'indication géographique pour augmenter le niveau de protection du produit. Et donc, si on passe à la diapo suivante, je trouve que le café de Colombie, c'est un exemple assez intéressant où l'outil indication géographique, pardon, oui, du coup la précédente. Donc voilà, c'est tout simplement pour mentionner que l'outil indication géographique fait partie d'une stratégie plus large de développement du tourisme et lié aussi à la protection du paysage de production de café colombien au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tout ça ensemble fait partie d'une stratégie qui a permis de protéger effectivement le paysage, les traditions et les savoir-faire locaux. Et donc, ça a été une stratégie importante pour ce pays. Alors, la diapo suivante, que vous avez déjà aperçue, un exemple aussi très marquant, le poivre de Kampot. Kampot, c'est une province au Cambodge qui, depuis plus de 700 ans, a une tradition de production de poivre avec des conditions pédoclimatiques qui sont particulièrement adaptées à cette production. Et voilà. Dans les années 2000, cette production, pour autant, n'allait pas extrêmement bien, et le Cambodge a entamé des démarches pour assurer la protection de ce poivre de Kampot comme indication géographique, d'abord évidemment au niveau national, et puis ensuite en 2016 avec l'Union européenne, et puis d'autres pays, le Vietnam, la Thaïlande. Et alors, juste un petit clic, Merlin, s'il vous plaît, pour montrer que cette démarche a eu des résultats vraiment phénoménaux. On parle de prix qui ont été multipliés par 3. La demande est telle que l'offre n'arrive pas à suivre. La production a été doublée, elle n'arrive pas encore à suivre la demande. Le nombre de producteurs a doublé, et ce sont des producteurs qui souvent étaient dans la pauvreté, qui sont sortis de la pauvreté grâce à cette démarche. Et plus généralement, eh bien, l'appellation géographique a contribué à faire connaître davantage la province et donc aussi booster le tourisme dans la région. Voilà. Donc ça, c'est quelques exemples. Évidemment, il y a beaucoup d'autres exemples
de noms qu'on pourrait citer de produits qui ont eu des démarches tout à fait positives. Le gruyère en est un, le pisco, qui peut être chilien ou péruvien, le bourbon des États-Unis, le vin de la Napa Valley, le Telliani, qui est un vin géorgien. Il y a beaucoup de noms qui sont associés à des vrais succès commerciaux liés à la protection d'indications géographiques au niveau international. Alors, une question intéressante pour les auditeurs aujourd'hui, c'est peut-être de savoir comment cela peut fonctionner. Alors, avec la diapo suivante, vous allez voir que dans l'Union européenne, en tout cas, il y a 3 voies possibles, 3 cadres juridiques possibles dans lesquels on peut inscrire la protection d'indications géographiques d'autres pays. Il y a une voie dans le cadre de l'accord qu'on a déjà mentionné, l'ADPIC, dans le cadre de l'OMC, une voie dans le cadre de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, et puis la voie de l'enregistrement direct à travers 4 règlements sectoriels dans l'Union européenne. Un clic de plus, s'il vous plaît. Pardon, d'accord. Il vous reste 1 minute. Simplement pour signaler, donc si on avance un tout petit peu, simplement pour signaler ici que en fait la voie du milieu, la voie centrale que j'avais signalée, elle n'est pas disponible pour les produits canadiens puisque le Canada n'est pas membre du registre multilatéral qui a été mis en place dans le cadre du système de Lisbonne. En revanche, colonne de gauche, donc sous l'ADPIC, l'Union européenne a négocié avec un certain nombre de pays des accords bilatéraux pour la protection des indications géographiques et l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada fait partie de ces accords puisque il y a la possibilité, en tout cas en théorie pour le moment, d'inscrire des indications géographiques canadiennes dans l'annexe du traité et donc, dans le cas, ces indications seraient protégées en Europe. Cet accord aussi incorpore un accord préalable sur les vins et spiritueux où il y a déjà en fait 7 vins canadiens qui sont protégés en Europe. Aucun du Québec pour le moment, mais cela pourrait venir à l'avenir. Et donc, ça c'est une voie possible. L'autre voie possible, c'est l'enregistrement direct dans l'Union européenne. Je vous laisse regarder les chiffres. Il y a 1600, presque 1600 indications géographiques de pays tiers qui sont protégés par la voie d'accords bilatéraux, 35 qui sont protégés par la voie de l'enregistrement direct. Donc, chacun peut mesurer la difficulté relative peut-être des 2 exercices à l'aune de ces chiffres. Diapo suivante, et ce sera la dernière, promis, Lionel. Voilà, simplement, très rapidement, quelques points procéduraux pour assurer la protection d'une indication géographique en Europe. Si on le fait ça dans le cadre d'un accord bilatéral, eh bien, les 2 parties à l'accord, donc dans ce cas, le Canada et l'Union européenne doivent échanger sur les noms qu'ils veulent chacun ajouter à l'annexe et produire pour chaque désignation, pour chaque indication géographique, un résumé des spécifications. Ensuite, il y a une phase de gestion des potentiels conflits, par exemple avec des marques. Je passe rapidement, mais surtout, il y a une vérification documentaire relativement aisée dans ce cadre d'accords bilatéraux, mais tout de même une vérification documentaire, et notamment le point essentiel qu'il va falloir vérifier, c'est la conformité de l'indication géographique à la définition de l'accord de l'OMC sur les droits de propriété intellectuelle. Et dans ce cadre-là, une des choses que nous, dans l'Union européenne, nous exigeons, c'est d'avoir une preuve de protection de l'indication géographique au niveau national, dans l'autre partie, donc au niveau du Canada, au niveau fédéral au Canada. Et ça, c'est une étape cruciale pour nous. On ne peut pas protéger un produit qui n'est pas protégé pleinement comme indication géographique dans la partie tierce. Voilà. Donc c'est quelque chose à envisager, évidemment, pour ceux d'entre vous qui voudraient entrer dans cette démarche. Voilà, j'ai juste une dernière diapo avec des liens pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, mais Gwenaëlle, je m'arrête là et je vous laisse la parole. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Benjamin, pour cet exposé. Donc, merci à vous trois. On va passer directement à la période de questions parce que le temps file. Et en fait, on va pouvoir rebondir directement avec la problématique fédérale provinciale au Canada, puisque en fait, on a deux questions qui se recoupent un petit peu. Donc, une personne qui ne sait pas identifié nous demande en fait quel est l'intérêt des appellations pour le Québec dans le cadre où elles ne sont pas reconnues au niveau fédéral. Et je dis aussi la deuxième de Brahim Zari qui est de l'ambassade de France qui nous demande en fait quel est le lien avec le fédéral lorsqu'il s'agit d'exporter. Si les IGP ajoutent de la valeur aux produits, il serait intéressant de pouvoir les exporter. Et donc, quel est le lien finalement avec le fédéral dans cette démarche d'exportation? Donc, je ne sais pas qui veut y répondre. Peut-être Rémi pour peut-être l'intérêt d'avoir une IGP au niveau provincial, puis peut-être après Benjamin sur comment ce lien entre le fédéral et le provincial. Si je peux me permettre une réponse, pour ma part, je suis pas du tout spécialiste du côté de tout l'aspect international au niveau fédéral. Donc, bien sûr, Benjamin pourra combler cette lacune. Pour ma part, bien sûr, pour les produits qui ont été mis d'avant présentement, c'est des produits qui sont commercialisés au Québec, principalement. Donc, bien sûr, c'est le territoire qui est visé est québécois. Donc, dans cette optique-là, il y a quand même une information qui est donnée auprès du consommateur. Il y a quand même une certaine l'intérêt de chaque filière de bien s'assurer que le produit qui est mis en vente, qui est présenté au consommateur, corresponde vraiment au produit d'origine. Donc, il y a cette assurance-là. Et bien sûr, c'est un outil, comme je le mentionnais, de structuration de filière dans un sens. Et encore une fois, on a de très petites appellations aussi. Je pense par exemple l'exemple du maïs de Neuville, et que les producteurs, on les compte sur les doigts des deux mains. En fin de compte, une dizaine de producteurs, et il y en a moins que ça qui ont adhéré à l'appellation, mais ça leur permet quand même de faire l'annonce auprès des consommateurs de leurs produits, et ils en bénéficient. Donc, présentement, bien sûr, c'est à l'échelle, le développement a été fait au niveau de l'échelle provinciale. Et je sais par contre que, par exemple, pour le cidre de glace, avoir une IGP sur la scène internationale, l'IGP sur la scène internationale, elle parle beaucoup. Donc, d'un point de vue marketing, c'est quand même une indication qui est intéressante. Je crois comprendre que pour le faire reconnaître au niveau fédéral, là, je pense qu'on aurait un chemin assez laborieux à franchir, mais je laisse Benjamin le soin bien sûr d'élaborer là-dessus. Je veux dire, je ne suis pas moi un spécialiste de l'Institut canadien l'Office canadien des droits de propriété intellectuelle, et je ne veux pas m'avancer à leur place. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, du point de vue européen, ça ne ferait pas sens, hélas, de protéger en Europe une indication géographique qui n'est protégée qu'au Québec, parce que si le cidre, je ne connais pas, je n'ai jamais goûté, je suis désolé, voilà, le cidre de glace du Québec, si son nom pouvait être évoqué, par exemple, dans un autre produit qui serait vendu de manière tout à fait légale à Vancouver, quel sens ça aurait pour l'Union européenne de protéger le produit québécois, mais de refuser, du coup, ça veut dire refuser sur notre territoire des produits commercialisés légalement à Vancouver, ça manque un peu de sens. Donc, nous, ce qu'on recherche, c'est effectivement que le Canada protège les produits qu'il nous demande de protéger. Et le Canada, évidemment, du coup, au niveau fédéral. Après, sur l'enregistrement au niveau fédéral, je ne sais pas si à quel degré de complexité. Je crois que le maïs sucré de Neuville est reconnu au niveau fédéral. Je sais qu'un certain nombre d'indications géographiques européennes sont passées à travers le processus d'enregistrement individuel au niveau fédéral au Canada et ont trouvé pour ces indications géographiques européennes, je sais que l'ECO a été plutôt favorable, positif sur le processus d'enregistrement. Donc voilà, je ne suis pas certain que ce soit si difficile. Il y a, je crois, un certain montant à payer qui est de l'ordre de $450.
Ça prend un certain temps, évidemment, comme tous ces processus, mais je pense que c'est faisable. Merci beaucoup pour vos réponses. On passe à la question suivante, celle de Renata Watkin, qui demande finalement pourquoi la loi sur les appellations réservées et les termes valorisants ne contient-elle pas de référence au concept de terroir qui est pourtant central, en tout cas en Europe, mais c'est vrai que c'est une notion qui est peut-être moins bien saisie ici. Rémi Lambert, une fois de plus, vous êtes plus l'expert peut-être québécois. En fait, lorsqu'on fait le travail pour une IGP, bien sûr, on fait ressortir des éléments qui sont liés au terroir. Peut-être sans explicitement indiquer le terme terroir, mais les éléments qu'on doit faire ressortir pour justifier, en fin de compte, l'appellation IGP, l'indication géographique protégée, il faut faire ressortir ces éléments-là. Quels sont les éléments qui composent le produit, qui caractérisent ce produit-là, qui sont liés au terroir? Donc, c'est implicite. Le terroir, il est implicite dans la démarche de l'IGP. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais la notion de terroir, elle est implicite dans la notion d'IGP. Et d'AO, bien sûr, mais pour l'instant, au Québec, on a des IGP seulement. D'accord. Merci. Bonjour. Oui, si je peux me permettre un petit complément, je dois dire que dans la législation européenne, il n'est pas non plus fait mention explicite du terme terroir, parce que ce terme est polysémique. Il y a beaucoup de façons de l'identifier, suivant les disciplines, suivant les approches. Et donc, ce à quoi il est fait allusion précisément, ce sont les facteurs naturels et les facteurs humains qui se combinent pour donner une spécificité au produit. Et on parle bien des facteurs naturels et humains d'un environnement donc qui doit être identifié par rapport à l'histoire du produit, par rapport à ses qualités, caractéristiques qui sont différentes si on le cultivait ailleurs. Donc, ce n'est pas, ce mot terroir est effectivement utile pour faire connaître, mais il n'est pas utilisé actuellement au niveau, disons, des définitions officielles. D'accord, merci pour cette précision. La question suivante vient de Julia Sergault. Elle demande, elle dit en fait toutes les productions agricoles et alimentaires patrimoniales ne sont pas forcément rattachées à des territoires précis. Donc comment protéger un patrimoine non inscrit dans un lieu et un territoire? Donc si je comprends bien, je pense qu'elle fait peut-être référence au Québec où justement on n'a pas forcément, on a les vins du Québec, mais on n'a pas forcément les vins d'une région, d'un lieu plus précis que ça, vu que le territoire est quand même large. Donc, si j'ai bien compris sa question. Ce qui est plus le cas, par contre, pour, par exemple, le maïs sucré de Neuville. Donc, Rémi, une fois de plus, peut-être? Oui. Oui, en fait, donc, si je comprends bien la question, prenons le cas des vins, par exemple, il faut comprendre que la démarche de l'appellation au Québec, c'est, même si on parle de 25 années d'existence de la première loi de 1996, donc 24 ou 25 années, la démarche qu'on connaît actuellement, elle est relativement récente. Donc, la première appellation, je crois que c'est 2007 ou 2009, je pense, donc la sur la loi 2009, je pense. Donc, c'est relativement récent. Et lorsqu'on a travaillé, par exemple, le dossier sur les vins du Québec, bien sûr, cette question-là a été soulevée. Pourquoi pas un vin de notre région? Je pense qu'il fallait quand même commencer à quelque part au niveau de l'indication géographique protégée et la stratégie d'aller vers une IGP provinciale rassemblait le plus en fait, provincial, il faut s'entendre, à l'endroit, bien sûr, où la vigne peut, d'un point de vue agronomique, puisse survivre. Et donc, ces régions-là on a choisi du Québec justement pour une première appellation. Mais c'est pas exclu qu'avec le temps, ces régions-là pourront bien sûr accéder à une sous-appellation, par exemple, au niveau de chaque région. Pour ce qui est du sud-ouest de Neuville, c'est une très, très, très petite région et c'est un produit qui ne s'exporte pas. Donc, c'est très local. Donc, ça fait du sens que ça soit très, très local. On parle de Neuville, c'est une toute petite région, donc d'un point de vue agronomique, a certaines caractéristiques qui ont permis justement d'avoir cette indication géographique protégée-là. Mais c'est pour desservir un territoire qui est de quelques kilomètres seulement autour de la région de Neuville. Donc, et ça fait du sens à ce moment-là de ne pas avoir été avec maïs, par exemple, au niveau de l'appellation, au niveau de la province de Québec.
c'est très, 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 très local et ça, c'est pas un produit qui s'exporte. D'accord, merci beaucoup. Bon, le temps file, donc je vais, comme je vous l'avais annoncé, céder la parole à Nicolas Bourque, qui est coordonnateur à l'information pour le Conseil des appellations réservées et des termes valorisants du Québec, donc pour qu'il puisse un petit peu nous expliquer le rôle et peut-être l'histoire un petit peu de cet organisme. Voilà, Nicolas, je vous laisse la parole. Oui, je vous remercie, Gwenaëlle. Merci aux conférenciers aussi. Merci à la délégation de nous accorder un petit moment pour présenter le conseil. Monsieur Lambert vous a déjà fait un peu le portrait de l'histoire des appellations Québec, de la naissance du conseil en 2006 suite à l'adoption de la loi sur les appellations réservées et les termes valorisants. Donc, cette loi a institué le Conseil dans sa forme actuelle. Vous remarquez que le Conseil porte un nom très long, un Conseil des appellations réservées et des termes valorisants. On a tendance à le réduire sous son acronyme CARTV, qui parfois n'envoie pas le bon message, mais simplifie les choses néanmoins. Donc, notre institution protège un certain nombre d'appellations. On parle d'appellations réservées au Québec. Nos partenaires européens se posent parfois la question, pourquoi pas plutôt appellations protégées ou appellations contrôlées, qui sont les noms plus souvent utilisés de votre côté sur votre continent. C'est le même outil, hein, on lui a donné un nom différent, mais c'est exactement le même outil. Il fait ces trois choses à la fois. L'appellation, elle est réservée aux produits qui sont certifiés conformes à un cahier des charges, mais elle est aussi protégée par les institutions publiques. Le Conseil a cette fonction-là au Québec, mais aussi contrôlée donc par des organismes de certification indépendants. Donc, toutes ces fonctions à la fois. Monsieur Lambert en a glissé un mot aussi. On a donc des appellations liées à l'origine, à la fois les indications géographiques protégées, mais aussi la catégorie des appellations d'origine. J'en profite pour vous dire que la loi sur les appellations réservées et les termes valorisants fait explicitement mention du terme terroir pour désigner ce type d'appellation-là. Donc, probablement qu'au moment de la rédaction de la loi, on s'était déjà entendu sur la définition du terme terroir, ou enfin, on avait une vision commune de ce que ça pouvait désigner. Il existe aussi des appellations de spécificité, M. Lambert en a parlé, où là, c'est plutôt le savoir-faire qui est protégé, pas le lien à l'origine, mais plutôt le savoir-faire. Et ça répond peut-être à la question de Mme Sergault au sujet du patrimoine, comment protéger un patrimoine qui n'est pas lié à une origine géographique précise. C'est un outil intéressant pour protéger ce type de produit aussi. C'est un peu l'équivalent de la spécialité traditionnelle garantie qui existe en Europe. Les gueuses, Monsieur Valin, sont justement protégées par cet outil-là. Donc, c'est un peu l'équivalent, notre équivalent québécois. Et finalement, un terme valorisant aussi qui ne protège donc ni spécifiquement le lien à l'origine, ni le savoir-faire, mais une autre mention valorisante qui est recherchée par les consommateurs. Monsieur Lambert parlait du fromage fermier, donc le fromage fermier est en voie, on l'espère, de devenir le premier terme valorisant protégé au Québec. Et donc, le Conseil s'appuie sur une douzaine d'employés, un conseil aviseur aussi qui regroupe les membres de l'industrie et finalement une quarantaine d'experts réunis sur des comités. Donc, beaucoup de travail pour mener à bien ces différents projets. On l'a vu, on a mis du temps à lancer les premières appellations. Il y a beaucoup de projets récents qui sont encore au stade soit de la réflexion ou soit de l'étude des dossiers. Mais on espère que cette lancée se poursuivra et que d'autres appellations s'ajouteront dans les prochaines années. J'en profite pour vous signaler que je vais déposer quelques documents sur la plateforme pour ceux que ça intéresse et vous êtes évidemment invités à nous contacter si vous avez
questions ou des préoccupations sur le sujet. Et j'écouterai avec attention les prochaines interventions aussi, évidemment. Donc, merci encore à Gwenaëlle de nous accorder ce petit moment de parole. Merci beaucoup, Nicolas. Puis je vous garde en ligne parce qu'on a eu quelques questions en fait qui sont très, on va dire, pratico-pratiques de certains auditeurs. Donc il y a Christine Gingras en fait qui se demande, bon, elle dit qu'elle voit beaucoup d'avantages aux indications géographiques. Elle se demandait en fait qui peut faire la demande pour créer un terme valorisant ou une IGP, quels en sont les coûts et finalement qui aide en fait les producteurs à déposer un dossier. Donc comment finalement un petit peu, si vous arrivez à nous résumer rapidement un petit peu la démarche, si je suis un producteur, comment je m'y prends pour pouvoir entreprendre ce processus? Oui, ben d'abord, c'est toujours une demande collective, donc elle doit être déposée au nom d'un groupe de producteurs. Il ne peut pas s'agir d'un seul producteur ou d'un seul produit. C'est vraiment un ensemble de produits qui souhaitent utiliser un nom commun. La démarche, elle est gratuite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût pour déposer une demande de reconnaissance. Par contre, il y a évidemment des coûts humains, c'est-à-dire beaucoup de travail. M. Lambert en a parlé. Il faut de la cohésion dans le groupe, il faut une bonne entente et un objectif commun. Et donc, au-delà des coûts en argent, c'est vraiment plutôt ce temps et cette énergie qu'il faut investir. Autrement, il y a une certaine forme d'accompagnement, évidemment. Le ministère de l'Agriculture, des pêches et de l'alimentation a un programme d'appui aux groupes demandeurs, donc qui permet de réaliser une étude de faisabilité dans un premier temps avant le dépôt d'une demande en bonne et due forme au Conseil. Au moment où la demande est déposée, un groupe d'experts est réuni pour l'évaluer et il y a une série de rencontres pour faire avancer le projet. Donc, les groupes demandeurs sont accompagnés, si on veut, de cette façon-là au moment de faire la demande. D'accord. Merci beaucoup pour ces précisions. On a encore le temps peut-être pour une ou deux questions. Une personne anonyme nous demande, sait-on combien y a-t-il d'IGP au niveau du Canada et combien sont exportés? Vous répondre? Nicolas ou Rémi, je ne sais pas. Nicolas? Il y aurait une vingtaine d'IGP canadiennes enregistrées à l'OPIC, l'Office de protection intellectuelle du Canada. La majorité concerne des appellations viticoles de l'Ontario, de la Colombie-Britannique. Donc, beaucoup de vins, comme c'est le cas aussi un peu partout dans le monde. Est-ce que vous savez combien sont exportés? Je ne saurais pas dire, non, ça doit être encore pour le moment plutôt limité les locations canadiennes. Exactement, c'est plutôt orienté vers une consommation locale. Ouais, parce qu'il faut comprendre qu'au Canada et au Québec en particulier, il y a une organisation qui gère en fin de compte l'importation des vins essentiellement, de ce qu'on retrouve sur nos étagères. Donc, la Société des alcools du Québec, donc qui finalement peut importer des vins. Donc, il y a un certain nombre par exemple, de vins d'Ontario, je pense qu'on retrouve sur nos étagères. Je parle pour le Québec. Colombie-Britannique, j'avais vu peut-être, je connais pas suffisamment. Mais effectivement, ça se limite principalement aux vins à l'extérieur du Québec. C'est principalement les vins qui sont reconnus à l'intérieur, je pense, des accords de l'Atlantique. Si je ne me trompe pas, monsieur Vallet. Benjamin, est-ce que vous y avez quelque chose? Non, ce que je peux dire, c'est très certainement, il y a
7 vins canadiens qui sont protégés dans l'Union européenne au titre de notre accord de 2003 sur les vins spiritueux qui est maintenant incorporé à la ECG. Je ne sais pas combien parmi eux sont effectivement exportés. J'imagine que s'ils ont demandé la protection, c'était aussi dans une optique d'un jour exporter. Et ce que je peux rajouter, en fait, c'est au niveau canadien, ce que je décode, encore une fois, je suis pas le spécialiste au niveau fédéral, donc, ce que je décode des accords datés avec les lunettes du fédéral, c'est, bien sûr, on a les vins qui sont protégés, donc il y a une liste de vins d'Ontario et une liste de vins de Colombie-Britannique, je pense, ça se limite, je pense, à ces deux provinces-là, ce qui est protégé. Peut-être Nouvelle-Écosse, mais je peux te réserve. Puis pour le reste, ce que je comprends, c'est que le Canada, à mon point de vue, c'est vraiment mon appréciation personnelle, se tourne vers finalement les marques de certification principalement, je pense. Donc, on privilégie les marques de certification. C'est mon interprétation de ce qu'on voit au niveau du fédéral. Merci beaucoup. Et peut-être une dernière question qui nous ramène plus en Europe. Un auditeur nous demande, est-ce qu'il y a des études européennes sur l'impact des appellations géographiques au niveau du développement économique local en Europe? Et est-ce qu'on a des chiffres? Je sais que vous avez mentionné une récente étude qui portait justement sur l'impact. Est-ce qu'on a un peu plus de précision? Peut-être Denis, vous étiez plus sur ce sujet-là? Oui, donc l'Union européenne a en effet des révisions régulières de ces différentes politiques et dans ce cadre réalise des évaluations et il existe un certain nombre d'études qui ont été faites qui montrent effectivement les impacts en termes de valeur ajoutée sectorielle, en termes d'attractivité touristique, termes de création d'emplois. Ce qui n'existe pas, c'est une méthodologie commune aux différentes études. Et récemment, il y a eu une étude, par exemple, je pense à une étude de recherche du ministère de l'Agriculture, du centre de recherche du ministère de l'Agriculture français, qui déplore un petit peu qu'on n'ait pas une grille commune d'évaluation. Donc, on dispose et on pourra mettre à disposition pour le site certaines études. Je pense que M. Valin en connaît également par la DG Agri qui est très active dans ces études. Je vais lui donner la parole aussi. Mais c'est vraiment un domaine dans lequel il y a des résultats qui ne sont pas toujours évalués avec exactement les mêmes paramètres. Et c'est vrai que l'indication géographique a un rôle au niveau économique. Elle a aussi un rôle de cohésion sociale. Elle a un rôle de maintenir patrimoine alimentaire régional, elle a un rôle d'attractivité touristique, donc ça se prête plutôt à des évaluations multidimensionnelles. On sélectionnera quelques études pour mettre à disposition sur le site. Monsieur Valin, vous voulez peut-être sûrement compléter? Je peux tout à fait aussi mettre le lien de l'étude que j'ai mentionnée dans ma présentation. Je peux vous l'envoyer pour le mettre à disposition de tout le monde sur le site. C'est une étude assez, en tout cas, qui regarde les choses de manière assez agrégée, donc peut-être moins sur le développement local, territorial qu'il y a derrière, mais ça peut donner aussi une idée. Je prends en bonne note des remarques de Denis Sautier sur la méthodologie des différentes études qui existent, et je suis sûr que mes collègues spécialistes du sujet vont prendre ça en considération. Mais voilà, sur le développement local, effectivement, moi, à part les quelques exemples que j'ai pu vous donner, je ne pourrais pas vous donner beaucoup plus d'informations moi-même. Je suis certain qu'il y a effectivement plein d'informations qui existent. Voilà. J'ai hâte de lire les rapports que Denis Sautier va partager avec le groupe.
Très bien, merci beaucoup à tout le monde. Ce premier webinaire touche à sa fin déjà, le temps a filé. Donc je vous remercie, je remercie les intervenants évidemment pour vos conférences et votre participation, ainsi qu'à l'auditoire pour avoir assisté à ce premier événement. Le prochain webinaire se déroulera le 29 octobre et s'intitulera « Quels bénéfices socio-économiques ?» donc le point de vue des acteurs de l'industrie. En attendant cette deuxième rencontre, je vous invite à vous rendre sur la plateforme B2B2Go, donc qui est la plateforme sur laquelle vous vous êtes inscrit pour pouvoir participer à ce webinaire. Donc, au-delà de vous permettre de vous inscrire au prochain webinaire, cette plateforme vous donne aussi la possibilité de réseauter, d'aller voir justement les documents qui vont être partagés par les conférenciers, d'aller voir les profils des différents participants. Et comme ça, vous pouvez aussi rentrer en contact et poursuivre en fait la discussion autour de ce sujet qui nous intéresse tous fort bien, c'est-à-dire les indications géographiques. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et on se voit le 29 octobre pour le prochain webinaire. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci à tous.